pour vous rappeler un petit peu le plan, donc il va y avoir un premier talk. C'est moi, je suis un peu imposé là-dessus. Mais l'idée, c'est que c'est un meet-up pour la communauté. Donc si vous avez des initiatives, comme Jean que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à venir me voir ou venir créer des trucs, partager dans la page meet-up, sur Twitter, etc. C'est le premier meet-up spécialisé en React et React Native pour les gens qui en font, ou les gens qui veulent apprendre, les gens qui kiffent ça. Donc c'est sûrement le début d'une belle aventure. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Et avant ça, juste une petite question, levée de main, je suppose que beaucoup de gens ont fait du React, qui n'a jamais utilisé React, qui ne connaît pas React? Ok, cool. Voilà. Donc on va dire en quelques minutes, juste donc React, ça sert à construire des interfaces. C'est une façon pour construire des interfaces qui est moderne dans le sens où notre écosystème a beaucoup évolué. Vous vous souvenez peut-être du web il y a 20 ans, c'était pas la même chose que le web il y a maintenant. React, ça sert aussi à faire, donc ça sert à faire des interfaces, ça sert aussi à faire des interfaces mobiles. Genre Instagram, React Native, c'était la première app qui utilisait ça. Et c'est un modèle de pensée qui va être très clair. L'idée, c'est une expérience pour le développeur qui est géniale pour maximiser les bénéfices pour les utilisateurs. Les utilisateurs, ils ne se rendent pas compte qu'on utilise React, mais pour eux, ça me fonctionne. Et pour nous, développeurs, c'est un plaisir à utiliser et on sait qu'on peut être en confiance. Pour faire ça, on utilise des composants. Je vais passer la petite intro sur le JavaScript, mais le code, ça ressemble. En fait, on écrit un genre de markup. Enfin, ceux qui ne connaissent pas React, vous connaissez la programmation web en général? Ouais. Non, ok. C'est une petite question. Mais en gros, c'est l'idée de, au lieu de penser notre page, notre site web, notre produit en termes de page, on peut le penser en termes de fonctions, de petits composants qu'on va pouvoir composer, sur lesquels on va donner des petites données. Ça fait composants qu'on compose, donner des données. Et donc ça nous permet de faire des trucs assez cool. Juste une micro-démo de composants. Un composant est défini, c'est une fonction qui va recevoir des propriétés. Et en fonction de ces propriétés-là, va afficher quelque chose. Et l'idée, c'est qu'on a des petits composants qu'on va pouvoir faire grossir. Par exemple, en fait, cette présentation en elle-même, ce site web, est une présentation React. Je vais juste zoomer un petit peu. Et je ne suis pas en miroir, donc je ne vois pas vraiment ce que je fais. Je m'excuserai pour ce défaut d'implémentation. Excellent. Donc voilà, j'ai une présentation et dedans, j'ai une boucle. Et par exemple, ce composant est composé de plusieurs composants, ici une palette et un SVG. Et on peut voir que ce composant, je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez? Est-ce qu'on peut étendre la lumière qui est en face? C'est très joli, mais en fait, il faut un super reflet. Donc cette palette nous dit là, elle a un state, elle contrôle un certain état. Je ne sais pas si vous aviez fait du jQuery avant, ou vous devez contrôler tous vos trucs à la main, ou juste pur DOM. C'était pas la même chose pour contrôler nos états, et là l'idée c'est que justement je peux faire changer mon état quand je sélectionne. J'ai un composant plus haut qui va contrôler un état et il va le faire passer à d'autres composants. Ce qui fait que ma palette, j'ai un index pour chacune de ces couleurs. Et en sélectionnant cet index, j'appelle une fonction qui va dire « Hey toi là-haut, change-moi l'état » et fais-le passer à ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont intéressés dans notre cas, c'est cette petite bulle à côté qui va nous dire « Ah ouais, bah moi je suis intéressé par ces deux couleurs ». Cette palette contrôle une liste de couleurs ici. Et donc ces deux couleurs qui correspondent à ces jolies bleues. C'est une présentation éclair en 3 minutes et 10 secondes. Ce n'est pas tout, React c'est bien plus de choses. Et si vous revenez à ces meet-ups, j'espère éveiller le désir. Je crois Antoine Antoine nous fera une présentation sur React Native tout à l'heure. Je t'avais dit que je faisais une présentation sur React. Voilà ma présentation sur React, c'est très bref. Sa présentation n'inclura pas de code, mais inclura plutôt une façon de penser. Et si vous avez un talk en tête pour présenter React à des gens qui veulent découvrir React, n'hésitez pas à le proposer pour la prochaine édition. Sur ce, attaquons le vif du sujet. Component Driven Development. Derrière ces mots barbares se cache en fait une méthode qui est justement un truc qui est super cool avec React. C'est qu'on peut ce qui est super cool avec React, c'est qu'on peut construire notre page comme avec des petites briques. Et
derrière cette idée-là, c'est que par exemple, je ne sais pas si vous travaillez avec un designer, ou vous avez un mock-up de ce que vous devez faire, et on vous donne une page, on vous donne un truc qui vit dans son environnement qui est statique. Et ça va être à nous, aux développeurs front-end, de dire ah tiens, bah, comment je vais recréer ça en une interface qui sera dynamique, qui se mettra à jour comme il faut, qui représentera bien ce que je veux qu'elle représente. Et ça va être le principe de ces composants, de penser composant par composant au lieu d'une énorme page de template. Et cette méthode de Component Driven Development, c'est l'idée de penser petits composants et un peu plus gros, de penser composants seuls que j'assemble ensuite. Je ne sais pas si vous jouiez au Lego dans votre jeunesse, ou si vous continuez de jouer au Lego, parce que c'est quand même super cool les Lego. Ceci n'est que mon point de vue. C'est cette idée de je vais pouvoir réutiliser mes briques et je ne vais pas directement modifier ma base, mais faire mes petits trucs dans mon coin et puis les faire dans ma base. Pour un exemple plus concret dans le milieu du web, on va imaginer un faux produit. Un produit, un genre de dashboard qui montre un graphe. Et on va l'approcher de deux façons différentes. On nous a donné pour tâche de d'améliorer ce dashboard, qui existe déjà, et on va l'approcher d'une façon de construire sur place, c'est-à-dire construire cette nouvelle feature dans notre dashboard directement dans notre site web, et le construire en mode préfabriqué. Comme dans la construction, c'est est-ce que je vais modifier directement le mur, ou est-ce que je prépare mon mur et je viens le poser dans mon mur. Donc, cette feature, c'est faire ce dashboard, là, ce graphe, qui représente des différents niveaux on va dire, de requêtes qui sont plus ou moins lentes. Et on me dit, ouais, ben, moi j'aimerais bien voir ce graphe selon 4 états différents. Donc résultats généraux d'une app qui fonctionne, quand il n'y a quasiment pas de résultats, quand il n'y a pas de résultats du tout, et quand ça charge. Donc là, moi on me dit ça, ok, on m'a fait ce design, on m'a dit, il faut que ça ressemble à ça. Et moi je suis là, je suis prêt à coder, et bah, je vais modifier mon site web, et là, donc, je commence à créer un petit composant, je prends ma petite lib qui me met mon graphe, je la mets dans mon app, si tout va bien, j'agite un peu les couleurs et tout, je m'adapte au thème qu'on a choisi, et je me dis, putain, mais maintenant il me faut des données, non? Et pour faire ces données, j'ai ma petite base de données qui tourne derrière, donc j'ai un petit script rapide là qui me permet d'insérer des résultats bidons, et qui me permet de dire, ok, voilà. Et donc je me retrouve avec ce graphe-là, cette app interactive qui consomme des vraies données, et j'ai rempli mon premier critère, qui était montrer mon graphe avec des données. Puis je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe quand j'ai très peu de données? Donc, j'ai un nouveau petit script, et je repasse sur ce que je venais de faire, et ça me dit, ah ouais, bah tiens, voilà, ça me permet de visualiser mon graphe sans données. Ça me donne ça, très bien. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de données? Quand il n'y a pas de données, peut-être que je ne vais pas montrer de graphe. Donc, je fais en sorte, j'efface tous les résultats dans ma base de données de dev, et maintenant je monte ce petit composant tout seul. Jusqu'ici, je suis toujours dans mon site web. À chaque fois, si j'ai un problème sur le menu ou quoi, ça va influencer mon développement. Et ensuite, je me dis, bon bah tiens, temps de chargement, je me dis, je vais pas mettre un petit texte avec marqué loading, je vais prendre une petite photo de ma charte, je vais mettre en gris, comme ça c'est beau, et ça donne une belle expérience utilisateur. Et voilà, je suis prêt là. Je vais packager mon truc, j'ai une petite pull request, merge request, je monte ça à ma team, ils sont contents, on merge ça part en production, et voilà, j'ai rempli mon job. Jusqu'ici, tout va bien. C'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps. Jusqu'au jour où, en fait, il y a un utilisateur, bah, ça plante. Il y a une erreur. Je ne sais pas pourquoi son profil est erroné, il y a un truc qui merde, et on n'a pas du tout designé le cas de l'erreur. On a designé quand il y en avait pas beaucoup, quand il n'y en avait pas, et quand ça changeait. Donc là, bah, lui, là, écran blanc, genre il n'y a rien. Et là, bah, voilà, bon, ok, bon, bah, je vais m'adapter, je vais reproduire le cas de, il y a des erreurs, je vais reproduire ça, et je vais recréer mon UI, et je vais refaire tout le process de créer un résultat erroné dans ma base de données pour pouvoir voir le résultat de mon interface. C'est... Pardonnez mon expression, mais c'est assez chiant. Moi, personnellement, je trouve ça chiant. Et l'idée, c'est comment on pourrait faire pour éviter ça? Pour éviter d'avoir à aller d'écran en écran tout le temps. Et je ne sais pas si vous faites du mobile. Sur mobile, c'est encore plus embêtant. Ah putain, il faut que je check cet écran-là, ce graphe, qui est 3 screens plus loin, là, où je dois cliquer sur un bouton qui m'ouvre une modale et qui m'emmène là. Et à chaque fois que je fais une modification, ça rafraîchit tout. Donc j'ai perdu tout mon état et je recommence. Vous avez compris le principe, c'est pas très... Niveau expérience de développement, on nous dit React c'est cool, là, c'est pas ouf. Et donc, ça c'est construire sur place, c'est aller faire des modifications directement dans le produit.
qu'est-ce qui se passe si en fait on se disait bah tiens, je vais prendre mon composant, je sais les états dont j'ai besoin, et je vais le construire petit bout par petit bout. Et je vais dire ah, tiens bah voilà, dans tel état il ressemble à ça, dans tel état il ressemble à ça. Petite question matérielle, vous arrivez à voir les images, ou c'est assez gros, comme ça. Et donc là j'ai créé mon composant tout seul qui correspond à un feature, et avant même de le mettre en production dans ce petit, je peux utiliser un outil où je peux le faire tout seul, créer une page rien que pour ça, je peux le montrer à ma team et dire hey, c'est ok, design, business, produit, toutes les personnes qui pourraient interagir avec ça peuvent dire oui je suis ok ou pas. Et une fois que c'est bon, bah ok bah, je le prends et je l'introduis dans mon app. Et quand il y aura ce truc d'erreur, bah, je pourrais dire ah ouais c'est vrai, j'ai designé que 4K, j'ai pas à les regarder dans le code source de mon site web, je vais juste regarder mon composant, je peux designer un nouveau cas et je peux le faire valider. Donc c'est cette idée de utiliser des composants préfabriqués et directement faire des modifications. Et ça, en fait, on peut le faire sur tous les composants de notre application. On n'est pas obligé de le faire sur un bouton ou un graphe, on peut le faire pour tout. Je dirais. Et le truc qui est intéressant, c'est que tous les composants ne sont pas égaux. On a des composants qui sont smart components, comparés à des dumb components, des trucs qui sont intelligents, qui font des requêtes, qui dépendent d'un cache local, qui utilisent Redux, qui utilisent React Router, qui utilisent plein de librairies super cool. Et bah, c'est pas si facile que ça d'être un peu en isolation, de penser correctement à notre code. On sait qu'on devra le refactorer à un moment donné, mais c'est pas si facile. Et donc, c'est l'idée de se dire, bah, si je développe, enfin, qu'est-ce qu'un composant finalement? Je vais vous présenter 3 types de composants, on va dire. Du plus simple au plus cool. Et ce premier composant, on va dire que c'est le composant à usage unique. Dans notre cas, une nouvelle app, une app Star Wars, et je vous montre une liste de commentaires. On peut voir qu'il y a un truc qui se répète un peu, j'ai plus ou moins le même composant dans cette liste, j'ai un avatar à chaque fois, un nom, une description, enfin un message du commentaire. Et bah, je mets ça dans mon app. Ok, cool. Et puis on me dit, ouais, ça fait ce composant lui-même gère à la fois récupérer des données et les afficher. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, si jamais je devais faire quelque chose d'autre, montrer des données différentes, je pourrais créer 2 composants. Je pourrais créer un composant qui juste prend quelque chose et le montre, et un composant qui va s'occuper d'aller chercher des données. Donc j'ai créé une abstraction là. J'ai créé un truc, j'ai séparé mon composant en 2. J'ai un truc qui va chercher les données, que je peux faire changer, et un truc qui va juste se dire, ah ouais, tiens, donne-moi ça, j'affiche ça. Et là on commence à rentrer dans une notion de réutilisable en fait. Parce que peut-être que je ne veux pas juste afficher donc, les gentils, je vais peut-être afficher n'importe quoi, les gentils, les méchants, et les types random. Et ainsi de suite. Et en fait, dans cette boucle-là, bah voilà, maintenant j'ai un composant réutilisable. Genre, le code est, je ne me répète pas partout, c'est cool, ça fait plus ou moins sens. Si je le modifie une fois, ça le modifiera partout. Et le truc, c'est qu'il y a un problème avec ça. C'est déjà, il faut arriver à séparer les données. De cet aspect, je vais montrer quelque chose, et ensuite, à côté, je vais récupérer des données. Mais il y a aussi un truc où on a ouvert maintenant ce composant réutilisable. Il peut prendre n'importe quoi en fait. On peut l'utiliser n'importe comment. J'ai juste à passer ça, et donc certes, on ne va pas se répéter dans notre code, mais on commence à se dire, ah tiens, et si jamais, bah, je sais pas, je fais passer un truc qui correspond à ces données, donc avatar, nom, et je fais blabla, blabla, enfin j'ai gagné en pouvoir, j'ai résolu un problème, j'ai apporté une solution, mais j'ai un nouveau problème qui se crée, qui est, je ne sais pas comment, j'ai des composants réutilisables, mais je ne sais pas comment ils sont utilisés. C'est là l'idée d'un nouveau concept, un autre concept au-delà de composants réutilisables, parce que composants réutilisables c'est cool, c'est un composant transférable, portable, transportable. Je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, mais c'est un composant qui est assez cool, et c'est la seule différence entre ce composant réutilisable et ce composant portable, c'est qu'il est documenté. Le composant portable, au-delà d'être juste documenté, je sais ce que tu vas prendre, c'est je sais comment tu es utilisé dans mon application. C'est le composant, comme un peu notre graphe là qu'on voyait tout à l'heure, ou là notre liste, c'est je sais dans quel état tu es tellement. Et pour faire ça, on peut le faire à la main en écrivant des commentaires, mais qui deviendront obsolètes plus tard. On va utiliser un outil qui est un component explorer, un explorateur de composants. L'idée de cet explorateur de composants, ça va être de pouvoir créer une librairie de nos composants, un truc qui ressemble
à notre app, ou qui nous dit tout du moins, voici ta boîte à outils, de l'autre côté j'ai mon app, si je dois construire quelque chose de nouveau, je prends dans ma boîte à outils, on a tous eu ce problème du bouton, etc., qui n'est pas le même, cette classe CSS qu'on va tweaker, je ne sais pas. Genre, on sait piocher dans notre boîte à outils pour créer notre page, et si jamais quelque chose n'est pas déjà dans notre boîte à outils, on sait rajouter quelque chose dans cette boîte à outils. Ce qui nous amène plus tard dans une app existante, je pense qu'il faut penser à l'app que vous développez tous les jours, il y a un paquet de composants. Et donc on peut arriver à dire, ah tiens, voilà tous mes composants dans ces différents états. J'ai indexé mes composants et je sais comment les utiliser. C'est ce principe de composant portable. Ce qui nous donne en pratique, ben voilà, comme mon diagramme, cette liste qui est dans différents états. Les gentils, les méchants et les types random. Et je sais ce composant réutilisable, mais ceci reflète comment c'est utilisé dans mon app. Si jamais j'ai un nouveau cas, là, je ferai un effort de rajouter ça. Justement, là on se dit, ouais, putain, tu fais un effort. Genre, les développeurs, on ne fait pas d'efforts, on minimise le nombre d'efforts qu'on fait. Et l'idée, c'est que ce petit outil, là, ce Component Explorer, il vit en parallèle de l'application. C'est-à-dire que j'ai mes composants là, j'ai mon fichier, mon dossier composant, page, je sais pas, on organise tous notre code de façon différente, mais j'ai tout ce truc, et d'un côté je peux soit le lire d'une façon qui exprime réellement comment c'est utilisé dans mon application un par un, donc je peux faire des modifications un par un, je peux travailler dessus un par un, c'est-à-dire que je ne me concentre que sur quelque chose au lieu d'être éparpillé partout, et de l'autre côté, j'ai l'utilisation de mon application. Et quand je fais des modifications, je passe par cette librairie de composants, cet explorateur de composants, avant de remettre ça en front. Sachant que les modifications qu'on fait réellement sont sur le composant lui-même. Donc chaque modification est répercutée sur l'Explorer et notre application. Jusqu'ici tout va bien? On va dire que oui. Voici un exemple de comment ça marche en pratique, parce que c'est bien joli tout ce blabla, mais en pratique, moi développeur, qu'est-ce que j'en fais? Il y a un outil qui s'appelle Storybook, donc on a vu plusieurs extraits de ce machin-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est on va créer un petit fichier qui, en général, va vivre où on veut, mais c'est plus sympa si on fait vivre à côté de notre composant. On va aller chercher notre composant, et on va dire, hey, moi je vais décrire ce composant, je vais dire, voilà, j'ai mon cas du toggle, et il est en mode défaut et active. Et donc, jusqu'ici, je décris simplement ce que je veux, les cas d'usage, et je vais dire, voilà comment je l'utilise en pratique. Comme écrit exactement, ou quelque chose près, de la façon dont je l'utiliserai dans mon application. Storybook n'est pas le seul outil qui existe. On a un autre qui s'appelle React Cosmos, qui est assez cool aussi, et qui décrit exactement la même chose, mais d'une façon légèrement différente. Au lieu d'utiliser le JSX directement, on utilise un objet pour décrire notre truc, et donc on dit, bah tiens, voilà, j'exporte ça, je prends ce composant, je l'appelle comme ça, et je lui passe ses props. Un truc qui est super cool avec ce machin-là, et je ne dis pas ça parce que je suis contributeur de ce projet-là, ouais. C'est un truc qui est super cool avec ce machin-là, c'est qu'en fait, d'un simple clin d'œil, je sais comment mon composant marche. Je n'ai pas à aller chercher cette render méthode gigantesque, ou petite même, mais avec un code qui est un peu compliqué, ou même ça, j'ai décrit la façon dont j'utilisais ce composant de mon application. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, mais genre ton bouton là avec une seule props, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce machin-là, le truc qui est intéressant, c'est que ici, je peux décrire mes props, je peux décrire mon set, je peux décrire le store de mon store Redux, s'il utilise Redux, mon cache Apollo, s'il utilise GraphQL. Je peux décrire comment ce composant va faire une requête HTTP. Bah, je peux décrire, ah tiens, si jamais tu appelles cette requête, voilà les réponses que tu donneras, donc il ne fera jamais de vraie requête, donc je peux développer sans internet. Local storage, je sais pas, React Router, ce genre de truc, j'ai un bouton qui va faire changer de route. Au final, j'ai pas envie à chaque fois de tester est-ce que ça change bien la route. Je peux décrire tout ça dans ces trucs en isolation et voir directement le résultat, et ça me permet d'être en fait confiant. L'idée, c'est avoir une bonne expérience de développement, d'être confiant dans le code qu'on produit. Comme ça, je suis confiant et mon équipe est confiante aussi dans ce que je fais. Petite démo de React Cosmos. Où on voit donc ça ressemble un peu à Storybook. Le truc qui est intéressant, c'est que cet objet là qu'on avait, on peut l'éditer en place. Donc là par exemple, on édite le store Redux directement pour tester est-ce que ça rend bien, si j'ai ça ou pas.
donc ouais, on peut changer. Donc ça c'est un jeu Tetris. Ça aussi, ça gère bien les erreurs un peu à la React App, quand on a un bel overlay qui va nous dire qu'est-ce qui a merdé. Donc, voilà. Je vous conseille grandement ce genre d'outils, que ce soit Storybook ou React Cosmos. Les deux sont de très bons outils qui vont accélérer votre développement. Et pourquoi utiliser ce genre d'outils? Pour partir du plus petit vers le plus grand. Pour l'idée d'être confiant, d'avoir une bonne expérience de développement et de pouvoir modifier n'importe quoi facilement. J'aimerais remercier beaucoup Chroma. Ils ne sont pas du tout ici, ces mecs sont éparpillés dans le monde, mais tout ce que je viens de vous montrer, toutes ces images, tous ces trucs, sont un condensé de leurs articles de blog. Vous pouvez les trouver si vous tapez Chroma Storybook sur internet, vous trouverez. Ils viennent même, vous pouvez même aller sur learnstorybook.com, qui viennent d'open sourcer aujourd'hui. Et ils ont des articles très intéressants. Ces mecs-là sont les anciens de Meteor, je ne sais pas si ça vous parle, ou c'est des gars assez smart. Et si vous faisiez du Meteor, j'en faisais aussi avant. Mais donc ouais, donc tout ce qui est fait, c'est par ces gars-là. Et ils ont un produit qui est basé sur Storybook, qui sert à faire du visual testing. Vous connaissez peut-être les snapshots de Jest. Ben là, c'est visuel. Et c'est de la frappe. Ça coûte un peu cher, mais c'est en bêta. Et si vous avez une grande entreprise qui peut vous payer ça, je vous conseille de checker ça. Donc Chroma. Moi, je m'appelle Xavier. Je suis passionné par React et la programmation en général. Vous pouvez me trouver partout sur GitHub, Twitter, CodePen, à XavCZ. Et je travaille chez Citimeo. Je suis arrivé il y a un peu moins d'un mois. Ce genre de méthode là que je viens de vous présenter, on le fait ensemble on fait ça avec Zelia. Et ouais, c'est assez cool. Là. On commence un produit et même on utilise, en fait, on a les deux aspects. On a l'aspect, on crée un produit from scratch, une nouvelle version, mais aussi on se base sur des choses existantes. Donc ce genre de méthode s'applique autant sur un nouveau projet qu'un projet existant. Et c'est assez simple. Si vous devez vous rappeler une chose de ce talk, je attends que la boucle reparte, du component driven development, créez un petit composant tout seul, faites-en une librairie, assemblez-le. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je pense que les pizzas ne sont pas encore là, je dois arriver d'ici quelques minutes. Donc en attendant, yes. Moi j'ai une question, j'ai aujourd'hui tout un gros setup avec Storybook pour React Native. Ouais. Donc déjà, est-ce que React Cosmos il marche avec React Native? Il y a une preuve de concept qui n'est pas poussée, mais ouais, si d'ailleurs tu veux discuter, ouais. Ok. Ça et après, du coup, dans mon système, donc j'ai toute une appli native, donc une librairie de composants. Pareil, on a fait des composants, on a Storybook. On a aussi du coup Jest qui nous fait des snapshots des stories. Comme ça, on a des choses. Ça, c'est pas mal. Par contre, il y a un truc qui me turlupine avec React Cosmos, c'est qu'on décrit les props et tout en fait avec du JSON. Ouais. Et j'ai l'impression de perdre quelque chose parce que du coup, quand j'utilise Storybook, j'écris du JSX aussi. J'ai mes composants qui sont en JS, JSX. Yes. J'ai mes tests en fait qui font juste qu'importer du JSX. Et tout ça, du coup, je peux le valider avec Flow. Ouais. Donc j'ai du typage statique sur l'application. Et du coup, ça valide. Et si par exemple, je modifie mon composant, il va me dire de suite, Flow va me balancer une erreur, me dire la story elle est cassée en fait. La story elle est cassée, donc il faut que j'aille mettre à jour. Et avec React Cosmos, comment ça se passe quand on est dans ce cas-là? Alors il y a deux aspects dans ta question qui sont intéressants avec React Cosmos. Il y a d'un côté Flow et de l'autre côté les tests. Du côté de Flow, tu peux typer ta fixture. Donc en fait, ça s'appelle fixture pas story. Donc, tu peux typer cet objet et dire voilà, c'est propre ça, c'est ça. Et là, tu auras carrément Flow qui dira ah non, pas possible. Okay. Et du côté des tests, donc pour remettre dans le contexte, si vous ne connaissez pas Storybook, Storybook permet de générer pour chaque état, de générer des tests automatiquement. Il me semble qu'à l'heure actuelle, ce ne sont que les snapshots. Il me semble qu'il y a peut-être un plugin pour intégrer tes propres tests Jest si ça fonctionne bien. En fait, ça prend les stories, ça génère avec Jest le code et ça fait un arbre en fait, comme vous pouvez visualiser un arbre HTML ou c'est un arbre React ou React Native éventuellement. Et du coup, ça sauvegarde ça dans un fichier, vous le committez sur votre projet et puis si jamais vous faites une différence, vous allez exécuter les tests. Si vous avez changé quelque chose et que vous n'avez pas validé
la modification dans votre snapshot, ben, ça va péter quoi. Yes. Donc ce truc-là, c'est super génial. Si tu fais tourner tes tests, et tu sais à tout moment, quand tu modifies tes stories ou quoi, si tu pètes un truc. Donc ça, c'est super cool. Avec Cosmos, tu peux aussi faire des snapshots, mais tu peux faire un truc encore plus cool. En fait, moi, ça fait 2 ans que j'utilisais Storybook. J'ai rencontré le maintainer l'an dernier de Cosmos. J'étais un peu en mode ouais, ton objet JSON, là, je suis pas fan. Et puis après, en discutant, j'ai fait oh, putain, c'est génial. Et en fait, c'est l'idée que donc tu définis ta fixture, là, et en fait, tu peux créer un contexte du test et tu peux réutiliser. Donc, tu n'as pas justement que défini tes props, tu as aussi défini peut-être son state, un recruteur ou ce genre de truc. Ce qui fait que tu peux écrire un test qui ressemble à genre ça. Dans ton test, en réutilisant simplement ta fixture, tu as déjà, comme tu as défini ta story, tu as déjà par exemple là, quand je peux aller récupérer que l'URL a bien changé de React Router, etc. Donc tu as créé l'environnement visuel, tu as aussi déjà créé tout l'environnement du test. Le but est que tu n'as pas à répéter tout le setup chiant de moquer tout dans tes tests. Tu écris les fixtures quand même du coup à un moment. Tu écris tes fixtures, mais dans tes tests, tu dois réécrire. Si tu écris un test, je veux valider que ma route change, tu dois moquer React Router dans Jest. Tu dois faire que ton composant il soit bien wrappé par le routeur, etc. Pareil pour Redux, pareil pour GraphQL, pareil pour Fetch, pareil pour... Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, je sais pas si vous utilisez Jest, si les gens testent avec Jest, leurs composants ou quoi. Personne qui utilise Jest? Passe, on va faire un talk. et genre, qui écrit du code de setup pour ces tests à chaque fois, les trucs compliqués? Qui a des tests? Donc l'idée de à chaque fois répéter, répéter tous ces providers et machin, c'est même style components, theme provider, tous ces composants dépendent de ça. Et c'est une plaie de réécrire ça pour chaque test, où tu as une petite fonction réutilisable. Voilà, avec Cosmos, tu l'as direct. Donc c'est ça qui est assez cool. Après, pour vous faire un avis, moi je suis fervent évangéliste de Storybook et Cosmos, mais en termes d'expérience de développement, Cosmos, j'arrive au même bénéfice que okay. Et du coup, ta fixture, donc tu as dit que ça correspondait à comment tu charges donc tu alimentes un composant finalement. Est-ce que tu peux distinguer le fait de charger un composant de charger une configuration globale? Est-ce que tu peux importer plusieurs fixtures du coup? Tu peux importer plusieurs fixtures et je vais m'enlever du mode miroir parce que je ne vois strictement rien. Tu as un truc qui s'appelle les proxys. Justement, je réponds peut-être pas exactement à ta question. C'est dans l'idée que donc, tu peux mélanger des fixtures et tu peux exporter plusieurs fixtures pour différents cas. Donc, tout un assemblage de composants qui peut être une fixture. Ça peut être n'importe quoi ce que tu veux rendre, tant que c'est un composant. Et tu as cette idée de proxy qui va être, par exemple, je ne veux pas un vrai store Redux, je ne veux pas un vrai React Router, je ne veux pas un vrai Fetch, que tu vas mettre au-dessus de ça, et donc ça va charger chaque composant dans ce petit environnement-là. Par exemple, si tu as l'internationalisation, même l'internationalisation, tu as tous tes composants qui dépendent d'un truc qui est quelque part, là, hop, tu vois ton truc comme si c'était dans ton corps. Ça c'est cool. Yes. Je me demande, mais cette question peut faire. Cette question peut fâcher un peu, mais je me demande qu'est-ce que React apporte de plus que Angular, par exemple. Alors, ça je peux pas te répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est que je peux te dire par rapport à AngularJS si tu veux, mais par rapport à Angular, par rapport à Vue, par rapport à... Ce sont des modèles de pensée différents, mais qui sont unis par une seule chose, je trouve qui est l'évolution de notre industrie, le composant. Et ça, putain, qu'est-ce que c'est? Mais ouais, je ne fais pas d'Angular. Je sais pas si tu connais des gens qui sont bons en Angular. Je pense que le seul truc qu'on peut te dire à ça, je ne sais pas, le seul truc que je peux répondre, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux. Déjà, Ils sont tous super cool. Voilà, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il y a l'écosystème quand même aujourd'hui. Autant AngularJS, il y avait son public. Aujourd'hui, React est clairement, je pense, au-dessus en termes de nombre de personnes qui l'utilisent, en termes de composants disponibles, et vraiment en termes d'écosystème, ça va carrément être autre chose, quoi. Je pense. Il y a aussi un truc, c'est que Angular, c'est un framework complet, alors que React, c'est juste une librairie de vue. C'est plus spécifique. React, on utilise plein d'autres librairies à côté, alors qu'Angular, il est censé embarquer déjà plus ou moins ce qu'on a besoin de base.
Donc c'est deux façons de penser différentes. Ouais, moi ça n'a rien à voir. Donc c'est par rapport comme tu disais, les composants de driver de développement. Qu'est-ce que tu recommandes pour gérer tout ce qui est thème? Là tu parlais de thème provider. Ouais. Je prends un exemple, si on a des composants assez unitaires comme un bouton ou des choses comme ça. Yep. On peut pas avoir un bouton, un truc un peu intermédiaire comme la liste de commentaires par exemple. Comment tu vas concevoir ton composant pour dire, pour l'ouvrir potentiellement à des thèmes, sachant que lui, il n'y a pas forcément vraiment une notion de thème. Carrément. Le composant en lui-même n'a pas de notion de thème, mais il dépend d'un thème. Il sait qu'il va recevoir son thème de quelque part. Et ce quelque part, en règle générale, c'est l'API du contexte. Je sais pas si ça te parle un peu. Et donc en fait, tu peux moquer le contexte, tu peux passer vraiment ton thème. Et je sais pas ce que tu utilises un thème par exemple. T'aimerais utiliser un thème? Nous, on est sur un gros projet avec plein de composants. Ouais. Mais on thème de façon externe, c'est-à-dire qu'on a des CSS à l'intérieur. Yes. Et à côté, on a génère des CSS pour. Donc ton CSS il dépend de variables à un moment donné. Plus ou moins pour dire, en fait c'est ton CSS c'est la cess. Ah oui, sas less. Non, à la base, pour générer les thèmes, on a des variables, mais ensuite, à la fin, on a un CSS qui sort et qui marche en parallèle. Donc là, c'est une question très intéressante. Je vois, comment tu. Je sais que tu peux t'absonner sur la précompilation du CSS. Après, si tu utilises des variables CSS pures et dures, c'est encore plus simple. Mais, et tu auras un truc qui va te dire, je veux changer ça, je veux changer la valeur de cette variable. C'est l'idée que tu peux recréer ton app. Après, comment tu vas. Ça va être. En fait, comment en pratique dans ton app tu switches de thème? Est-ce que tu switches de thème ou pas? Et si tu switches pas de thème, comment tu vas t'absonner dessus? J'aurais pas dû parler de notre cas, en fait. C'est plus dans un cas où tu fais comme tu veux, on va dire. Ce que tu veux. Toi, tu recommanderais dans tes composants, dans tes stories, d'avoir des différents exemples avec des états de thèmes différents. Carrément. Et même au-delà de ça, je définirai mes thèmes. Mes thèmes, ils sont placés d'une certaine façon à mes composants, via le contexte. Je ne sais pas si vous utilisez Style Components. Ils ont une API qui est géniale, qui utilise un composant qui s'appelle le Theme Provider. Listel, blablabla, le theme prof, je l'ai passé, vous l'avez vu? Je l'ai pas vu. Ici. Donc en gros, tu as un truc qui va dire. Ouais, je sais pas. C'était bien, non? Non, je sais pas. Ouais, peut-être pour la vidéo, c'est chiant. Mais en gros, en fait, je suis pas du tout dessus. Tu définis ton thème, tu as tes différents thèmes, et en fait, c'est là que tu vas définir. Tu vas dire, tiens, mes composants ils sont améliorés par ce theme provider, et par exemple, dans Cosmos ou Mastory, je peux faire changer un paramètre. L'idée, c'est que comme tu faisais changer tes props ou ton state, tu peux faire changer le paramètre du thème. C'est cette API par exemple de proxy. Donc c'est assez cool. Tu peux faire pareil pour l'internationalisation, tu fais switcher la langue, tu vois que ça marche bien, ce genre de truc. Donc de longues phrases pour pas grand chose, en résumé, c'est tu crées une abstraction et tu fais un hameçon. Et ça se fait bien. Tu utilises le genre de provider de thème que tu as de base. Et tu peux faire ça. Du coup, à la fin, le code CSS, il est codé dans tes composants. Après, ça dépend de la solution que tu utilises. Personnellement, je suis un grand fan du CSS en JS. Pour ces principes-là, parce que ça me simplifie la vie. Après, tu pourrais avoir un truc qui va chercher une feuille de style différente. Ça me semble un peu alambiqué, mais ça peut marcher. Si ça se fait, c'est possible, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai cru sentir des pizzas.